Bonjour. Du coup, on va changer un petit peu de type de présentation et de lieu surtout. On va quitter l'urbanisation pour aller plutôt sur le littoral méditerranéen. Et donc, je vais vous présenter le retour d'expérience en fait de la gestion d'un espace naturel protégé, donc qui sont les étangs et marais des Salins de Camargue. Est-ce que ça marche? Pas. Flèche verte. Verte. Le truc en triangle. Le gros, oui. Ouais. Ah non, ça fait un petit truc là-bas. Non, Ah, vous avez vu. C'est vas-y. l'énorme truc. Ah, mais ah oui, Oui, d'accord, oui, c'est un oui, bouton. Pardon. Non, on vient de la campagne. Bon, du coup, donc, le site des étangs et marais des Salins de Camargue, donc je risque d'appeler soit Ancien Salin, soit UMSC, parce que c'est un peu long. En fait, c'est une propriété du Conservatoire du Littoral, donc, qui fait plus de 6500 hectares. Donc, il a été acheté de manière échelonnée sur 5 ans, entre 2008 et 2012. Donc, sur 2 communes, commune des Saintes-Maries-de-la-Mer et les communes d'Arles, donc situées en Camargue. Donc c'est géré par 3 co-gestionnaires. Donc il y a le Parc naturel régional de Camargue en gestionnaire coordinateur, la Tour du Valat et la SNPN, la Société nationale de protection de la nature. Donc je vais vous lire rapidement là, les 5 as de la notice de gestion qu'on a actuellement, parce qu'après on va voir comment et pourquoi on en est arrivé là. Donc en fait, il y a 5 vraiment objectifs sur ce site-là. Pour le moment, donc c'est de restaurer et de rétablir un fonctionnement hydraulique naturel et du coup complètement gravitaire, de restaurer par le même moyen en fait aussi les écosystèmes littoraux caractéristiques des lagunes méditerranéennes. Et
Donc c'était énormément de frais. Si on n'a pas une activité, si on n'a pas une activité économique à côté, donc c'est très compliqué à assumer et à faire ce choix d'entretenir tous ces ouvrages. Et d'autant plus que de par les clauses d'achat, on n'avait non plus pas le droit de faire du sel pour concurrence. Donc du coup, il n'y avait pas grand-chose à faire de ce système-là. Il y avait aussi un système intermédiaire où on pouvait garder une partie du site dans le circuit du sel et aménager un peu le sud du site plus comme on voulait. Donc c'était un peu un entre-deux intermédiaire qu'on a dû faire au début avec la Compagnie des Salins, le temps d'avoir vraiment finalisé les 5 années d'acquisition d'achat. Et donc maintenant, on a plutôt retenu l'inverse, c'était complètement, donc revenir vraiment au gravitaire, avoir une gestion adaptative à l'élévation du niveau de la mer et en ayant un retrait maîtrisé et progressif du trait de côte. Donc les conséquences au niveau des digues, là juste sur les digues, du coup on a complètement arrêté, donc on n'a en fait jamais fait d'entretien du tout de digues, que ce soit en front de mer ou intérieur. Et on a adapté la gestion aussi par contre aux digues qui sont là et qui seront toujours là parce que c'est les digues de protection de la digue à la mer, donc gérées par le CIMADREM, qui traversent le site. Et du coup, les digues de confortement que le groupe Salin va faire, parce que notre gestion, on n'est pas des très très bons voisins, parce que vous allez voir, en fait, on ne maîtrise pas toujours tout, donc il y a énormément d'entrées marines. Et donc eux sont obligés, par contre, de vraiment cloisonner les salins en activité par rapport au site des anciens salins. Ce que ça donne concrètement, alors on était vraiment très surpris, on s'y attendait, mais on était surpris par la dynamique et ça a été vraiment beaucoup plus rapide que ce qu'on attendait. Donc toutes les petites croix là c'est partout où il y a eu des dégâts en fait, des brèches ou des arrasements. Toutes les digues, il y a plus de 4600 mètres de digues qui est en train de complètement disparaître. Donc en premier ça a été en front de mer, donc c'est la photo du bas. Mais également, en fait, là où on s'attendait moins, où là c'était vraiment rapide aussi, c'était tout ce qui est digues intérieures. Donc les 2 photos qui sont là-haut, on ne se rend pas compte, mais c'était des digues carrossables. J'y étais passée, on y allait. Et en fait, la nature a vraiment très très vite repris ses droits sur ce site. Mais du coup, on ne l'a pas non plus laissé complètement faire n'importe quoi, aller n'importe où, parce que du coup, vu qu'il y avait quand même des digues, quand même des voisins, nous, on a voulu aussi accompagner en fait cette renaturalisation, surtout en recréant, en reconnectant un accès en fait avec les autres étangs, donc dont l'étang du Vacarès en haut, et en traversant tout le site. Donc pour aider l'eau à passer vraiment par ces chemins-là, qui étaient quand même ceux dédiés, mais on les a accompagnés, un peu aidés. Donc là, il y a eu énormément de travaux qui ont été mis en œuvre. On a commencé juste d'abord par enlever tout ce qui était station de pompage et ouvrages qui n'avaient plus d'utilité. Mais après, c'était accompagner l'eau, donc en créant des chenaux, en arasant des digues, en restaurant aussi des ouvrages, parce que bon, on a quand même la digue à la mer à passer, donc là, on est obligé de créer des ouvrages dessous. Donc il y a eu énormément de chantiers qui sont toujours en cours d'ailleurs pour accompagner ce changement. Du coup, il y a eu des changements morphologiques. On a vu aussi des reconstitutions de lits d'eau parce qu'une grande partie en fait, des digues frontales étaient en rocher et en fait les phénomènes d'érosion faisaient qu'il y avait l'enrochement, il n'y avait plus de plage avant. Et c'était vraiment très érodé. Mais par contre, du coup, maintenant, le lit d'eau sableux et la plage se créent derrière, en fait, après les anciennes digues qui ne sont plus entretenues. Donc les mouvements d'eau sont gravitaires. Donc nous, on accompagne, mais on ne peut pas changer les conditions climatiques. Donc comme il y a 2 ans, c'était très très sec, et c'était très très sec. Et cette année, il y avait beaucoup d'eau, et il y avait beaucoup d'eau. Voilà. Là, on ne pouvait vraiment pas aller à l'encontre. Au niveau, donc voilà, le but quand même de faire ça, c'était de retrouver des écosystèmes littoraux et fonctionnels. Donc on l'a remarqué déjà du coup les premières années aussi, on a retrouvé des herbiers de zoster, des herbiers de rupia. Il y a tout un suivi aussi qui est fait sur la reconnectivité au niveau de la circulation des poissons. Et donc là, on a trouvé autant de poissons résidents qui n'y étaient pas, et aussi de nourrisseries pour les poissons migrateurs. Donc on a trouvé ces 2 dernières années énormément de juvéniles, donc de sols, de loups, et aussi d'anguilles. Donc des civelles pour le recrutement, et d'échappatoires pour les anguilles avec l'anguille argentée. Donc en tout cas, à ce niveau-là,
ça fonctionne. En tout cas, on a retrouvé un fonctionnement et une biodiversité locale. On a recolonisé aussi des habitats, donc certains habitats qui étaient mis en eau artificiellement. Donc maintenant, on recouvert et on retrouvait des habitats typiques, donc de s'enfouir avec des salicornes annuelles et pérennes. On a aussi du coup maintenant une augmentation des oiseaux d'eau hivernants, qui était quasiment pas, parce qu'on avait vraiment que des étangs très très salés. Mais on en parlait, il est revenu beaucoup ce crapaud calamite, mais il était là aussi. Et nous, par contre, ça c'était le contre-coup de la marinisation. Mais là, ce qui n'était pas du fait de travaux, mais du fait juste de l'évolution du climat. En fait, quasiment la majorité des mares temporelles se sont marinisées. Et donc, ces 2 dernières années, il n'y avait quasiment plus de reproduction du crapaud calamite. Mais après, c'est aussi très dynamique. On sait que ça peut aussi également changer. Oui, il pourra peut-être aussi aller ailleurs, mais c'était le seul amphibien du site, présent sur le site. Au niveau des oiseaux d'eau, donc là où c'était vraiment l'objectif de maintenir ou d'augmenter une capacité d'accueil, c'est là aussi où on a beaucoup de choix, on se pose beaucoup de questions sur intervenir ou pas. Donc par exemple pour les oiseaux d'eau, pour les larolimicoles coloniaux, au vu de l'état des populations, l'offre potentielle d'îlots de reproduction, on s'est dit qu'on allait les aider, on allait en faire. Parce que pour le moment, il y en avait besoin. Donc voilà, là on en a fait, c'est vrai qu'ils ont marché et pour le moment ça fonctionne. Par contre, en parallèle, le flarum, on a un cas flamand rose, c'est quand même l'emblème de la Camargue, c'était la seule colonie nicheuse de France. Et en fait, ce choix de gestion, on savait que ça allait avoir des conséquences parce que ça ne serait pas du coup une gestion favorable pour le flamand rose. Parce que le flamand rose a besoin de l'eau en période de reproduction. Donc à des moments où l'îlot de nidification qui était géré avant par les salins, nous, sans pompe, on ne pouvait pas mettre d'eau. C'est très compliqué. Donc maintenant, suite aux travaux, c'est réalisable plus facilement. C'est pas... Voilà, quand il y a 2 ans, il y avait été très sec et printemps très sec, on n'a pas pu en mettre d'eau, donc il n'y a pas eu de reproduction. Voilà. Donc maintenant, avec ce système-là, les flamants roses ne nichent plus tous les ans sur le site. On le savait, on a un peu préparé les gens, parce que justement, maintenant, la population le permettait. Ce sont des oiseaux longévifs, ils n'ont pas besoin, ils se reproduisent sur toute la Méditerranée. Ce n'était pas essentiel à leur survie de se reproduire sur ce site-là tous les ans. Mais c'est difficile à accepter, même pour nous, quand on ne les voit pas. Mais voilà. Du coup, là, je vous ai montré quelques exemples. Après, on pourra plus en parler parce que il y a beaucoup à dire aussi. Mais donc, nous, ce qu'on a retenu, en tout cas, parce qu'on est encore dedans, donc on n'a pas tous les retours de gestion et tous les retours sur tous les travaux et tout ce qu'on a fait. Mais en tout cas, la dynamique littorale, donc là, elle est beaucoup plus rapide que prévu. Et on l'a vu tout de suite. Ça commence à peine à se stabiliser, mais encore, c'est toujours dynamique. Les changements climatiques, ça, on ne va pas les empêcher, donc on les voit nous aussi. L'augmentation des tempêtes marines, on a vraiment de plus en plus d'intrusions. La restauration des habitats s'est fait sans introduction d'espèces. Donc tout était fait par les espaces naturels autour, et en fait ça s'est fait complètement naturellement. Donc les processus naturels font la plus grande partie de la gestion. Donc nous on les accompagne, mais c'est vrai qu'on ne peut pas aller à l'encontre de ça. Là, j'ai mis un petit point, mais en fait, sur l'importance de l'appropriation sociale, comme on en parlait aussi, on sous-estime. Et d'ailleurs, je fais juste un petit point, mais j'aurais pu en parler beaucoup plus, mais c'était pas non plus trop le sujet. Mais souvent, on le sous-estime et on le met pas en valeur non plus. Alors que le ressenti des gens, les conflits aussi d'usage qui peuvent y avoir et accompagner ces changements est vraiment très important. Même si on n'arrive pas des fois à faire comprendre ce qu'on fait, mais c'est important d'essayer, en tout cas, et de le faire. Donc, en tout cas, au niveau des usages, il y en a où ce sera toujours des deuils impossibles sur certains usages, mais d'autres, on arrive à les accompagner et à expliquer ce qu'on fait. Surtout quand, après quelques années, on voit que ça marche et qu'il y a des résultats. Donc nous, localement, sur le FI, on fait pas mal de concertations et puis après, on conventionne les usages qui étaient présents. Donc ce qu'il nous reste à faire, c'est qu'on continue, nous aussi, on veut renforcer notre capacité à suivre ce milieu parce qu'il est très dynamique. Et nous, on a aussi des fois du mal à être aussi dynamique et réussir à suivre en temps réel tout ce qui se passe. Donc on a besoin d'améliorer nos connaissances et on continue donc à faire toujours des travaux de modélisation en fait en fonction
de différents scénarios sur l'augmentation du niveau, sur l'évolution des habitats. Et donc, toujours aussi, ce qui est important, on continue de travailler sur l'acceptabilité sociale. Oui. Et pour expliquer vraiment que ces changements ne sont pas catastrophiques, ça fait partie de l'évolution et que c'est justement ça qui donne la richesse à ce site-là. D'ailleurs, quand on en parle aussi avec des personnes de plus vieille génération qui avaient connu, eux, du coup, les 50 ans avant l'exploitation salicole, c'est beaucoup plus facile, en fait, de parler de ça avec eux parce qu'ils savaient ce qu'il y avait avant. Et donc, ça ne les choque pas non plus. Alors que ceux qui ont vraiment toujours vécu dans ce schéma de Salins, et qui en plus, la moitié du village de Saint-Giraud travaillait là-dedans, donc c'était plus qu'une des habitudes, quoi. C'était vraiment la famille. Donc c'est difficile. Et voilà, donc après aussi, ce qui nous reste, c'est d'évaluer ce qu'on a fait. Donc là, je vous ai montré quelques résultats, mais après, on va les évaluer et essayer de valoriser autant ce qui marche que ce qui ne marche pas. Voilà. Et je voulais juste... Ah oui, donc merci beaucoup de votre attention. Et je voulais excuser Gaël Emery du Parc de Camargue et Marc Thibault de la Tour du Valac, qui sont les référents sur ce site et qui n'étaient pas du tout disponibles aujourd'hui et que du coup, je représente. Voilà, merci.